Si vous vous promenez aujourd'hui dans presque n'importe quelle forêt d'Amérique, vous remarquerez quelque chose d'étrange, presque invisible pour la plupart des gens. Regardez simplement le sol. Partout, sous les feuilles mortes et parfois même sous la neige, des milliers de petits fruits bruns sont éparpillés, les glands. Des millions de glands tombés l'automne dernier reposent encore là, ignorés par la majorité des personnes qui passent à côté. C'est une scène étonnante lorsque l'on commence réellement à y prêter attention. Sous chaque chêne, le sol est couvert d'une véritable réserve de nourriture. Les arbres en produisent par milliers chaque année. Pourtant, si vous ouvrez un guide moderne de survie, vous remarquerez quelque chose de surprenant. Les glands sont presque toujours négligés. Les experts en survie passent leur temps à expliquer comment reconnaître des baies sauvages, comment poser des pièges pour attraper des lapins ou comment identifier des plantes comestibles. Les glands, eux, obtiennent parfois seulement un court paragraphe dans un manuel de plusieurs centaines de pages. Et cela est étrange, car dans l'histoire, les glands ont déjà sauvé des populations entières de la famine. Prenons un exemple précis. En l'an 1315, l'Europe entre dans l'une des pires crises alimentaires de son histoire. Des pluies incessantes détruisent les récoltes pendant plusieurs années. Les champs de blé pourrissent dans la boue. Les récoltes échouent encore et encore. Ce désastre durera 7 longues années et restera connu dans l'histoire sous le nom de Grande Famine. Pourtant, malgré cette catastrophe, certains paysans survivent. Et ils ne survivent pas grâce à des outils sophistiqués ni à des équipements coûteux. Ils n'ont que des pierres, des bols en bois et les ressources de la forêt. Parmi ces ressources, les glands jouent un rôle essentiel. Alors que les récoltes de céréales disparaissent, les chênes continuent de produire leurs fruits comme si rien n'était arrivé. Les glands tombent chaque automne, fidèles à leur rythme naturel. Les paysans les ramassent, les préparent et les transforment en nourriture. Aujourd'hui, la situation est presque inversée. Les experts modernes disposent d'équipements sophistiqués, de vêtements techniques, de filtres à eau, de rations militaires déshydratées. Et pourtant, ils ignorent souvent la source de nourriture sauvage la plus riche en calories dans la plupart des forêts d'Amérique du Nord. Quelque chose s'est perdu au fil du temps. Une connaissance ancienne, simple mais incroyablement efficace. Et aujourd'hui, nous allons la redécouvrir ensemble. Avant de continuer, je veux vous demander une chose simple. Si vous aimez découvrir ce type de savoir oublié, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément ce genre de contenu à atteindre d'autres personnes curieuses comme vous. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer votre façon de voir la nourriture sauvage. Commençons par comprendre ce que j'appelle une abondance invisible. Un seul chêne adulte peut produire entre 10 000 et 50 000 glands lors d'une bonne année. Prenez un instant pour imaginer cela, 10 000 à 50 000 glands sur un seul arbre. Maintenant, imaginez une forêt entière remplie de chênes. Chaque automne, dans l'est des États-Unis, des millions d'arbres produisent d'immenses quantités de glands. En Californie seulement, on trouve 18 espèces différentes de chênes. Sur la côte est, les chênes s'étendent du Maine jusqu'à la Floride. En réalité, ces arbres sont présents dans presque tous les États américains, à l'exception de certaines régions des Grandes Plaines. Mais ce qui rend les chênes vraiment extraordinaires, ce n'est pas seulement la quantité de glands qu'ils produisent, c'est leur régularité. Contrairement à de nombreuses cultures agricoles, les chênes continuent souvent de produire même lorsque les conditions agricoles sont mauvaises. Si les pluies d'été détruisent votre récolte de blé, les chênes produisent toujours leurs glands à l'automne. Si votre maïs pourrit dans le champ, les glands tomberont malgré tout à la date prévue. Les chênes suivent leur propre calendrier. Un calendrier qui ne dépend pas des attentes humaines. Les paysans du Moyen-Âge comprenaient très bien cette réalité. Ils observaient attentivement les forêts et suivaient la production de glands presque aussi sérieusement qu'ils surveillaient leur récolte de céréales. Nous en avons même des traces écrites. En l'an 591, un historien nommé Grégoire de Tours décrit un événement qu'il appelle une famine des forêts. Cette année-là, des inondations détruisent les récoltes agricoles et pour aggraver la situation, les glands ne mûrissent pas correctement. Le fait que l'absence de glands soit considérée comme un type particulier de famine montre à quel point ils étaient importants pour les populations. Aujourd'hui,
La plupart des Américains ne voient les glands que comme de la nourriture pour les écureuils, mais les faits nutritionnels racontent une histoire très différente, et c'est à ce moment précis que ma perception des glands a complètement changé. Regardons les chiffres. 100 grammes de glands crus contiennent environ 387 calories. C'est légèrement plus que la farine de blé moderne, qui contient environ 364 calories pour 100 grammes. Mais la véritable différence se trouve ailleurs. Dans la quantité de graisse, les glands contiennent environ 24 grammes de lipides pour 100 grammes. Cela signifie qu'environ 18% de leur poids est constitué de graisse. Comparez cela avec le blé moderne. Le blé contient seulement environ 2% de graisse. Autrement dit, les glands contiennent environ 9 fois plus de graisse que les céréales que nous consommons aujourd'hui. Et cette différence est extrêmement importante pour la survie, parce que les graisses sont essentielles lorsque les températures baissent. Les glucides fournissent de l'énergie rapide, mais ils brûlent rapidement. Les graisses, elles, se consument lentement dans le corps, fournissant une chaleur durable et beaucoup plus de calories lorsque la nourriture devient rare pendant l'hiver. Les paysans du Moyen-Âge ne connaissaient pas la biochimie moderne, mais ils avaient observé quelque chose d'essentiel. Le pain de gland les gardait rassasiés plus longtemps. Et surtout, il les aidait à mieux supporter le froid. La teneur élevée en graisse faisait souvent la différence entre survivre à l'hiver ou mourir de faim. Mais il existe un autre chiffre encore plus important, la durée de conservation. Les glands peuvent être conservés pendant 3 ans, et cela grâce à une substance naturelle qu'ils contiennent, les tanins. Ces composés, qui donnent leur goût amer aux glands, agissent aussi comme un conservateur naturel. Ils empêchent de nombreux micro-organismes de se développer, ce qui permet aux glands de rester consommables beaucoup plus longtemps que les céréales. Dans le Moyen-Âge européen, les grains de blé devaient généralement être consommés dans l'année suivant la récolte. Mais des glands récoltés en l'an 1315 pouvaient encore être consommés en l'an 1318. Ce simple fait en faisait une réserve alimentaire de secours extrêmement précieuse. Et c'est précisément au moment où cette capacité devient cruciale que l'Europe bascule dans la catastrophe. Tout commence en l'an 1314 et de fortes pluies d'automne s'abattent sur le nord de l'Europe. Ces pluies ne s'arrêtent pas. Elles continuent pendant l'année 1315 puis 1316. Les champs restent détrempés, les récoltes échouent et le blé commence à pourrir directement dans les champs. La situation devient rapidement désespérée. Normalement, pour chaque grain semé, les paysans espèrent en récolter environ 7. Ils gardent un grain pour semer l'année suivante et utilisent les 6 autres pour nourrir leur famille. Mais pendant la crise de 1315, ce rendement tombe à 2 grains, seulement pour chaque grain planté. Après avoir gardé un grain pour la prochaine saison, il ne reste qu'un seul grain pour nourrir toute une famille pendant 1 an. La famine s'installe et l'Europe ne retrouvera vraiment une situation stable qu'en l'an 1322. Pendant ces années terribles, les gens mangent tout ce qu'ils peuvent trouver, des racines, des herbes sauvages, des écorces d'arbres, des animaux inhabituels. Tout ce qui peut fournir un peu d'énergie devient précieux. Mais dans plusieurs régions, une ressource reste relativement stable, les glands. Un document provenant du sud de l'Italie, daté de l'an 1058, raconte une scène frappante. Des villageois affamés prennent les glands qui étaient destinés aux cochons pour en faire du pain. Leur faim était si grande qu'ils récupéraient la nourriture réservée aux animaux. Les glands étaient ensuite séchés, broyés et mélangés à la petite quantité de farine disponible. Ce mélange permettait de fabriquer un pain rudimentaire mais nourrissant. Ce pain de gland permettait simplement de survivre. Regardons maintenant plus précisément comment ces glands étaient réellement préparés. Aujourd'hui, beaucoup d'experts en survie affirment que ce processus est trop compliqué ou trop long pour être réellement utile. Pourtant, pendant des siècles, des familles entières ont utilisé cette méthode comme une pratique normale de préparation alimentaire. La première étape est très simple, la récolte. Les glands sont ramassés à l'automne. Les hommes frappaient souvent les branches des chênes avec de longs bâtons afin de faire tomber les glands mûrs. Pendant ce temps, les femmes et les enfants les ramassaient au sol. Seuls les glands bruns, fermés et intacts, étaient de conserver. Ceux qui présentaient des petits trous étaient immédiatement jetés
car ces trous indiquaient généralement la présence d'insectes à l'intérieur. En quelques heures seulement, une famille pouvait facilement ramasser plusieurs seaux de glands. C'est probablement la partie la plus facile du processus. Ensuite vient l'étape du séchage. Il existait plusieurs méthodes. Les glands pouvaient simplement être étalés au soleil pendant plusieurs semaines. Ils pouvaient aussi être légèrement grillés dans une poêle au-dessus d'un feu. Une autre méthode consistait à les placer dans un four à pain encore tiède après la cuisson du pain. Souvent, les familles utilisaient plusieurs de ces méthodes en même temps. Le séchage avait deux objectifs importants. D'abord, il rendait les coquilles plus faciles à casser. Ensuite, il commençait le processus de conservation permettant aux glands de se garder plus longtemps. Après cela, venait l'étape la plus longue, l'épluchage. Chaque gland devait être cassé pour en retirer la graine intérieure. Ensuite, cette graine devait être débarrassée de sa fine peau brune. Cette tâche demandait du temps. Il fallait généralement 1 à 2 heures pour obtenir environ un gallon de graines propres. Mais ce travail était rarement fait seul. Dans les maisons médiévales, les familles se réunissaient souvent le soir autour du feu pour accomplir ces tâches répétitives. Pendant qu'ils travaillaient, ils parlaient, racontaient des histoires ou planifiaient les activités du lendemain. Ce n'était pas considéré comme une corvée exceptionnelle, c'était simplement une activité quotidienne. Mais l'étape la plus importante venait ensuite, l'élimination de l'amertume. Les glands contiennent des tanins, les mêmes substances que l'on trouve dans le thé ou dans le vin rouge. Ces tanins donnent aux glands un goût amer et s'ils sont consommés en trop grande quantité, ils peuvent empêcher le corps d'absorber correctement certains nutriments. Ils doivent donc être retirés. Les paysans du Moyen Âge utilisaient une méthode simple, le trempage dans l'eau froide. Les glands décortiqués étaient posés placés dans un récipient rempli d'eau propre. Au bout de quelques heures, l'eau devenait sombre car les tanins s'en échappaient. L'eau était alors versée, remplacée par de l'eau fraîche et le processus recommençait. Combien de temps cela prenait-il? Pour les glands provenant des chênes blancs, qui sont naturellement plus doux, il fallait généralement entre 3 et 5 jours, avec un changement d'eau quotidien. Pour les glands provenant des chênes rouges, beaucoup plus amers, le processus pouvait durer entre 7 et 10 jours, et parfois même jusqu'à 2 semaines. Oui, cela peut sembler long, mais il faut comprendre le contexte. Pendant l'hiver médiéval, les activités agricoles étaient beaucoup plus calmes. Les journées étaient souvent passées à l'intérieur, à réparer des outils, à préparer la nourriture ou à fabriquer des objets nécessaires pour la saison suivante. Changer l'eau d'un récipient de glands 1 fois par jour pendant 2 semaines n'était pas considéré comme difficile. C'était simplement une partie normale de la préparation alimentaire. Et il existe un détail très important que les experts modernes oublient souvent. Les glands n'avaient donc pas besoin d'être transformés immédiatement. Une famille pouvait les récolter en octobre, les conserver entiers dans un endroit frais et sec, puis commencer leur transformation en janvier ou en février, lorsque le travail dans les champs était beaucoup plus calme. Le calendrier était flexible. La transformation pouvait être faite lentement, au rythme de la vie quotidienne. Si vous trouvez ces informations utiles jusqu'ici, prenez un moment pour aimer la vidéo. Cela permet à ce type de connaissances oubliées d'atteindre davantage de personnes. Une fois les tanins éliminés, les glands pouvaient enfin être transformés en farine. Les graines étaient écrasées à l'aide de moulins en pierre ou simplement avec un mortier et un pilon. Le résultat était une farine assez semblable à la farine de châtaigne, mais généralement un peu plus sombre et plus dense que la farine de blé. Cette farine pouvait ensuite être utilisée de plusieurs façons. Dans les périodes de famine extrême, certaines familles faisaient du pain entièrement composé de farine de gland, mais le plus souvent, la farine de gland était mélangée avec d'autres farines disponibles. Par exemple, un mélange composé de 50% de farine de gland et 50% d'orge était courant. D'autres utilisaient 70% de farine de gland et 30% de millet. Ces mélanges permettaient d'augmenter considérablement la quantité de nourriture disponible. Et surtout, la farine de gland augmentait la quantité de graisse et de calories dans le pain, ce qui permettait aux réserves de céréales de durer beaucoup plus longtemps. Ce système n'était pas improvisé. Il avait été perfectionné pendant des siècles d'expérimentation et d'observation. Comparons maintenant les glands avec les rations d'urgence modernes, en particulier du point de vue du coût et de l'énergie fournie. C'est un aspect dont on parle rarement dans le monde de la préparation aux catastrophes.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent se préparer à des situations difficiles dépensent des sommes importantes pour acheter des repas lyophilisés. Un seul sachet de nourriture lyophilisée coûte généralement entre 15 et 30 dollars et fournit environ 400 calories. Ces repas sont pratiques, légers et faciles à préparer. Mais regardons les chiffres plus attentivement. 50 livres de glands séchés contiennent plus de 87 000 calories. C'est l'équivalent d'environ 200 sachets de nourriture lyophilisée. Si chaque sachet coûte environ 20 dollars, cela représente plus de 4 000 dollars de nourriture. Et combien coûtaient ces 50 livres de glands? Rien. Seulement un week-end passé à les ramasser. Prenons un autre exemple simple. Si vous travaillez un week-end au salaire minimum, vous pourriez gagner environ 200 dollars. Avec cette somme, vous pourriez acheter peut-être 10 repas lyophilisés, soit environ 12 000 calories. Mais si vous passez ce même week-end à ramasser des glands, vous pourriez obtenir environ 87 000 calories, 7 fois plus de calories pour le même temps. L'année suivante, vous devrez dépenser encore de l'argent pour acheter des repas lyophilisés. Mais l'année suivante, les chênes produiront à nouveau une récolte gratuite de glands. Il y a cependant un inconvénient évident, la connaissance. Les repas lyophilisés ne demandent aucune compétence particulière. Vous ouvrez le sachet, vous ajoutez de l'eau et vous mangez. Les glands, en revanche, demandent de comprendre certaines choses. Il faut savoir reconnaître les différentes espèces de chênes. Il faut comprendre comment éliminer correctement les tanins. Et il faut accepter un processus de préparation plus long. Mais la question importante est la suivante. Cela vaut-il la peine? La nourriture moderne. D'urgence échange de l'argent contre la simplicité. Les glands échangent de la connaissance contre l'autonomie. Et la connaissance possède un avantage unique. L'argent peut disparaître. Les chaînes d'approvisionnement peuvent s'arrêter. Les magasins peuvent être vides. Mais une compétence reste toujours avec vous. Une fois que vous savez comment transformer les glands en nourriture, vous possédez cette capacité pour le reste de votre vie et vous pouvez la transmettre à vos enfants. L'histoire nous montre que cette connaissance peut faire la différence. Pendant la Grande Dépression, dans certaines régions des Appalaches, les familles qui savaient reconnaître et préparer les aliments sauvages ont mieux traversé la crise que celles qui dépendaient uniquement des magasins. La même réalité existait en l'an 1315. Les marchés étaient vides, les nandiers ont été vides. L'argent ne servait à rien, car il n'y avait rien à acheter. Mais les chênes continuaient de produire leurs glands. Ceux qui savaient les préparer avaient de la nourriture. Ceux qui ne le savaient pas mouraient de faim. Je ne vous dis pas d'abandonner la nourriture moderne ou les rations d'urgence. Mais les glands devraient faire partie d'une stratégie plus large. Apprenez à reconnaître les chênes autour de vous. Essayez de ramasser quelques glands l'automne prochain. Expérimentez le processus. Transformez-les en farine et essayez de faire du pain ou des crêpes. Le but n'est pas de remplacer la nourriture moderne. Le but est d'élargir vos options. Les chênes sont toujours là. Chaque automne, ils laissent tomber une immense réserve de nourriture gratuite, capable de se conserver pendant des années. La seule question est de savoir si nous allons enfin recommencer à y prêter attention. Si cette histoire a changé votre façon de voir la nourriture sauvage et la préparation pour l'avenir, pensez à vous abonner. Il existe encore beaucoup de savoirs anciens à redécouvrir. Et la prochaine fois que vous marcherez dans une forêt à l'automne, regardez simplement le sol. Vous pourriez marcher au milieu de milliers de repas sans même vous en rendre compte.